Entrez, et bienvenue dans la taverne du gamer. Mon cher Kira, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien. Et toi, comment ça va? Ça va très bien. On est vraiment très heureux de vous retrouver pour la taverne du gamer. Est-ce que, Kira, tu peux nous donner un petit peu le sommaire? Qu'est-ce qu'on va se raconter aujourd'hui? Alors, on va parler de plein de bonnes choses aujourd'hui. Donc, il y aura des news de la Gamescom. On va parler de la PS5, de Skull and Bones ou même d'Amazon. Donc, c'est vraiment des news très diversifiées. On va parler également du fameux sujet débat qui sont les succès et les trophées. Ensuite, on va parler de The Quarry et des Gardiens de la Galaxie comme jeu de la semaine. Et pour terminer, on va parler de nos fameux sujets hors série. Bon, un beau programme en perspective. On vous a sélectionné des petites news qui nous ont vraiment plu sur ces 2 dernières semaines. Mais avant toute chose, générique. Une nouvelle fois, on va remercier Charles, notre troubadour ou notre barde pour ce beau générique. Et aussi des remerciements pour vous. Vous avez été très nombreux, à notre grande surprise. Vous avez été très nombreux à écouter notre épisode pilote. Vous nous avez fait pas mal de remontées qui nous ont servi. On en a tenu compte pour cet épisode. Donc de la même façon, sur les réseaux sociaux, notre page Twitter ou notre page Facebook, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, en bien ou en mal évidemment du podcast, et on en tient compte pour les épisodes suivants. Donc Kira, écoute, je te laisse la parole pour commencer la session news. Alors pour commencer sur la session news, en fait, on va parler de Death Stranding en fait qui arrive dans le PC Game Pass. Alors comme vous le savez tous, Death Stranding est une exclusivité PlayStation à la base qui est sortie en 2019. Elle est également sortie sur PC en 2020, puis sur PlayStation 5 dans une version Director's Cut en 2021. Il se trouve que fait assez étrange, il est donc sorti sur PC, mais surtout là, il arrive dans le PC Game Pass, qui est quand même le Game Pass, le service d'abonnement de Microsoft, en fait. Donc je me posais un petit peu la question, mais est-ce que Sony a donné son aval? Est-ce que potentiellement, ce serait la fin des exclusivités? C'est vrai que ça, mine de rien, ça interloque pas mal. Ou est-ce que c'est aussi pour permettre à Hideo Kojima de témoigner sa confiance envers la marque? C'est vrai que c'est assez saisissant pour le coup. Ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, c'est vrai que c'est étonnant, t'as raison. Quand j'ai vu la news, pareil, comme toi, j'étais un peu surpris. Mais en effet, on sait qu'il y a un petit deal quand même qui est en train de se faire entre Xbox et Hideo Kojima. Hideo Kojima, tant qu'il a, lui, je pense, de la visibilité, de l'exposition, il est content. C'est un développeur qui est quand même très axé là-dessus. Et moi, tu connais ma philosophie là-dessus. Tant que les joueurs ont accès à un maximum de jeux possibles, franchement, c'est tant mieux. Au moins, les joueurs PC pourront découvrir ce magnifique... Alors, je le tiens avec un peu d'ironie parce que moi, j'ai renoncé à le faire. Mais au moins, ça leur fait l'occasion de découvrir ce jeu. T'avais bien aimé, toi ? C'est vrai que c'est vraiment pas mon jeu préféré d'Hideo Kojima. En fait, pour moi, c'est un gros soufflet dans le sens où le début du jeu était vraiment bien. On posait un bel univers, il y avait des bonnes idées de mise en scène. Et au fur et à mesure qu'on avance, le jeu s'étiole un petit peu, en fait. Et toutes les marottes d'Hideo Kojima se trouvent dans ce jeu, en fait, mais décuplées. Et c'est vrai que je vais pas dire que j'ai passé un bon moment devant Death Stranding au final. La proposition est originale, mais sans plus. Là où, pour le coup, c'est quand même un petit peu à nuancer en parlant de son arrivée dans le Game Pass, c'est que c'est l'édition normale qui arrive. Ce n'est pas l'édition Director's Cut, pour le coup, qui reste exclusive pour l'instant à la PlayStation. Ah, ok. Bonne précision, ça, tu vois, parce que je pensais que c'était la version Director's Cut. Donc c'est étonnant. Ok. Mais par contre, moi, ce que je trouve vraiment... Le truc qui m'a, par contre, attiré, c'est que je trouve vraiment qu'il dégage quelque chose. C'est la seule chose qui m'a tenté un moment de le télécharger et de le tenter. Mais ouais, j'ai renoncé quand j'ai vu tous les trolls. C'est une simulation d'Uber Eats, etc., où il faut juste faire des allers-retours dans des plaines. Enfin, voilà, j'ai renoncé.
Il a une identité, esthétiquement, c'est vrai que ça dégage quelque chose, mais c'est vrai qu'après, dans le gameplay, beaucoup trop long, en fait. Beaucoup trop long, on passait un certain nombre de chapitres. L'ennui a tendance à pointer le bout de son nez, et là, on se retrouve sur quelque chose de plus, vraiment de plus, je veux dire, de plus soporifique, hein, appelons-le tel quel. Hein. Ouais, on n'est plus dans le plaisir de jeu. Bah écoute, en tout cas, on verra si ça fonctionne sur le Game Pass Xbox, du coup sur PC, les joueurs pourront le découvrir. Moi, pour ma petite news, j'avais parlé de la dernière fois d'Embracer Group, et on en avait parlé, je crois, avec All in the Dark et THQ Nordic. Donc, ils ont continué à s'étendre, cet énorme groupe. Pour rappeler, Embracer, c'est maintenant 120 studios de développement. Donc, quand Sony se targue d'en avoir 20, 30, Xbox avec les rachats dans les mêmes eaux, rappelons quand même qu'Embracer, c'est 120 studios, 25 triple A en production, donc c'est colossal. Et ils ont mis la main sur une licence que j'affectionne tout particulièrement, Le Seigneur des Anneaux, pour 700 millions de dollars, je crois. Ils ont récupéré aussi Square Montréal, Crystal Dynamics, donc ils mettent la main en même temps sur les licences comme Tomb Raider. Et ils ont racheté aussi l'éditeur de jeux Limited Rent Game, qui sont spécialisés un petit peu dans les éditions collector. Donc vraiment, ça a été beaucoup d'actualité pour le groupe. Un groupe qui devient, voilà, on parlait des groupes tentaculaires, et pour moi, Embracer Group en fait partie. Et moi, les 25 AAA en production, et surtout la main sur Le Seigneur des Anneaux, enfin moi, c'est la hype est totale. Je sais pas toi si t'as un avis sur la question, mais moi, Le Seigneur des Anneaux, quand j'ai vu ça, mes yeux, franchement, ils ont pétillé, quoi. C'est vrai que la plupart des licences qu'ils ont récupérées, c'est des licences que j'affectionne beaucoup. Tu parlais Tomb Raider tout à l'heure, voilà quoi. Clairement, j'attends le prochain avec beaucoup d'impatience. Le Seigneur des Anneaux aussi, c'est une très très forte licence que j'affectionne énormément. Les deux jeux de la Terre du Milieu qui étaient sortis dernièrement, je les ai poncés et reponcés dans tous les sens. Et c'est vrai que ce groupe-là, ça devient Spectre quoi. C'est vraiment le poulpe avec son milliard de tentacules qui récupère à droite à gauche. Et à côté, c'est vrai que Sony et Microsoft sont des petits joueurs. Ouais, en termes de grosseur de studio, en termes de production de AAA, on parle toujours un petit peu de Sony avec ses exclus, avec ses gros jeux. Mais pour moi, Embracer, après, il fera du multiplateforme. Donc finalement, c'est bien tous les joueurs. Chez nous, il n'y a pas de guerre des consoles. Hein. Tant que tout le monde est content, nous, on est content. Donc tout le monde en aura tout le monde, grâce à Embracer Group, tout le monde bénéficiera très certainement de ces AAA en production. Et tu l'as dit, les Tomb Raider, Square s'en est séparé. Moi, je considère que c'est une énorme erreur de s'être séparé d'une licence aussi forte. Des jeux quand même de qualité. C'est vrai que tu le dis, moi je sais que ces jeux Tomb Raider ont une place toute particulière pour toi. Tu m'en as beaucoup parlé, tu me les as vendus, je les ai faits, etc. Enfin, c'est des jeux phares et qui rentrent dans un giron où Embracer Group, on les connaissait. Quand on connaît bien le monde du gaming, on les connaît. Quand on connaît pas trop le monde du gaming, on les connaît moins. Et là, ils ont récupéré Seigneur des Anneaux, Tomb Raider. Qui ne connaît pas Le Seigneur des Anneaux et Tomb Raider? Qu'on soit joueur ou pas, on en a au moins entendu parler. Donc finalement, tu vois, je trouve que ça donne de la densité à ce groupe. Ça fait vraiment de lui un acteur qui pèse vraiment dans le game. C'est vrai, c'est vrai. Et puis pour finir, moi à la limite, je préfère que ça parte dans un gros groupe comme ça, qui pourront peut-être se donner les moyens de faire des jeux de très bonne qualité. Car c'est vrai que dernièrement, on sent quand même une perte de vitesse en fait sur ces licences-là en fait. Depuis le dernier Shadow of Tomb Raider, on n'avait pas de news, ou on n'avait pas de nouvelles sur d'éventuelles relances de la saga. Le Seigneur des Anneaux, à part Gollum, c'est vrai qu'on n'avait entendu rien au final de nouveau à se mettre sous la dent. Et c'est vrai que pour le coup, moi, je suis quand même, je suis optimiste. J'ai envie d'être optimiste. Ouais, mais t'as raison. Tu parles de Gollum, tu sais que c'est le jeu que j'attends de ouf, Gollum. Il a été reporté, il devait sortir en septembre, je suis dégoûté, il va ressortir en 2023. Mais c'est vraiment un jeu que j'attends énormément, et parce que je suis un très grand fan du Seigneur des Anneaux. Et là, qu'ils aient mis la main dessus, moi, je suis vraiment ravi. La news numéro 2, on va parler de Dead Island 2 qui ressurgit d'entre les morts, si je puis dire. La sortie est prévue le 3 février 2023, donc le titre avait été annoncé en 2014. Pour moi, je pensais clairement que le titre avait été abandonné au profit de la licence Dying Light, en fait.
Mhm. Ce n'est pas le cas. Le jeu revient. Il a l'air, pour le coup, plutôt joli. Il y aura 6 personnages jouables. La map sera plus urbaine car on sera à Los Angeles, pour le coup. Et c'est vrai que j'ai fait les deux Dead Island qui étaient sortis à l'époque. Et en l'état, les Day in Light, je les ai vraiment beaucoup moins appréciés, pour le coup. Pourquoi ? Parce que le parcours en FPS, moi, c'est pas ma came, hein, clairement. Je trouve ça plus galère qu'autre chose. Donc revenir sur quelque chose d'un petit peu plus primal, on va dire, moi, ça me tente beaucoup, beaucoup. En fait, sur notre page Facebook, tu as posté le trailer et j'étais passé à côté. J'ai regardé le trailer, franchement, je me suis éclaté. C'est, si je me trompe pas, on parle bien de ce trailer-là, mais c'est le mec qui fait son jogging et qui transforme petit à petit en zombie. C'est ça. Et en fait, ça représente pour moi tout ce qui est Dead Island. C'est que j'ai regardé le trailer, j'avais la banane. En fait, je rigolais, je trouvais vraiment fun. Et c'est ce que je recherche chez un Dead Island, c'est le jeu de zombies, mais un peu décalé, dans lequel on va passer un bon moment. Et si tu veux, en ça, je trouve que le trailer, il est excellent, parce qu'en 2-3 minutes, on a compris le thème du jeu, on a compris la philosophie de ce vers quoi ils vont nous emmener, et un petit cliffhanger à la fin du... Bon, je vais pas raconter la fin du trailer, mais il y a un petit truc rigolo qui se passe à la fin du trailer, et qui te met dans l'ambiance. Et du début à la fin, j'avais le smile. Tu vois. Et je pense que il n'y a pas meilleur marketing que celui-là. Tu regardes ton trailer, tu te marres et t'es tout de suite dans l'ambiance. Et en ça, je trouve que le trailer était vraiment très très réussi. Je sais pas si tu te souviens du premier trailer du premier Dead Island qui était sorti, en fait. Non, du tout. À l'époque, on voyait une personne qui se faisait transformer dans un hôtel d'une île paradisiaque et qui, au fur et à mesure, en fait, disons que le trailer était monté en sens inverse, en fait. Donc on le voyait tomber de la fenêtre, rentrer à l'intérieur, courir dans le couloir, et tout se faisait vraiment en version inversée. Et à l'époque, ça avait été très 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 bien perçu, ça avait généré une hype juste sur ce simple trailer. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de réitérer l'exploit, en fait. Ouais, bah franchement, ça marche. Faudrait que tu nous republies le vieux trailer, que tu le republies, comme ça on regardera. Oui, je vais le rechercher, je vais le mettre. Franchement, mais celui-ci, le dernier, était très très réussi. Moi, je te dis, il m'a donné un smile, et à partir de ce moment-là, t'as envie d'acheter, donc ils ont fait le job. 50% du taf est fait, quoi. Exactement. Pour continuer, du coup, j'enchaîne sur Sony. Donc, je vais parler pas mal de Sony aujourd'hui, pas par favoritisme, hein, parce que vous allez voir que je vais pas dire que des belles choses sur Sony durant ces 2 semaines. Mais là, en tout cas, je vais parler de la philosophie, de la stratégie plutôt de Sony sur le PC. Donc là, ils vont lancer, c'est en train d'être fait, un launcher sur PC. Donc l'idée d'une interface à la Steam, à la GOG, qui je pourrais citer d'autres, à la Epic, enfin bref, toutes ces plateformes, ces logiciels qui permettent de lancer les jeux propres à une marque, en mettant évidemment, en ayant la possibilité de les acheter, vous voyez l'idée. Et donc ils renforcent un petit peu leur stratégie en lançant ce launcher sur PC bientôt. Là où ça m'a un petit peu étonné, c'est que moi franchement je m'attendais plutôt à une sorte de deal avec Steam, ou deal avec des plateformes déjà existantes, déjà puissantes, comme Epic aussi. Enfin, je m'attendais moi plutôt à un rapprochement, j'avoue, avec d'autres plateformes, pour qu'ils mettent en avant les jeux Sony. Mais soit, c'est pas la solution qui a été décidée. Il y aura, je pense, un petit peu à l'image de ce que fait Xbox, du coup, toujours pour un petit peu s'inspirer de ce qui est déjà fait par Microsoft, un launcher propre à Sony pour les jeux PC, et renforcer cette stratégie du jeu PC Sony. Donc ça rentre vraiment dans une cohérence. Ils nous ont habitués à ça. Maintenant, on sait que le PC fait partie intégrante de la stratégie. Et voilà, c'est dans le sens de l'histoire. Comme je dis, moi, je m'attendais plus à un partenariat, mais soit, on aura du coup un petit launcher sur PC, pour ceux qui sont intéressés. Moi, la surabondance de launcher, ça m'embête un petit peu, en fait. Entre Steam, Epic, GOG, Uplay, Origin, ça fait beaucoup, et surtout que certains launchers sont très lourds aussi. Bon, c'est vrai que quand on joue sur PC, on peut dire qu'on a un bon PC, mais c'est vrai que c'est un petit peu enquiquinant à la longue, en fait, de toujours avoir un launcher différent, et pas avoir accès à sa bibliothèque d'un coup, en fait. Si on veut jouer à un jeu, on est obligé d'en ouvrir 15 pour se dire à quoi je vais jouer, qu'est-ce qui va se passer, et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. Ouais, je partage vraiment cette vision. Moi, j'étais PCiste, là je suis plus maintenant sur console, pour la facilité surtout. Mais c'est vrai que j'avais dans ma barre des tâches en bas, j'avais Steam, j'avais GOG, j'avais Origin, j'avais Bennett pour les jeux Blizzard. Et ouais, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Après, j'imagine que
déposer les jeux Sony sur Steam, c'est une énorme visibilité, mais il y a fort à parier que Steam récupère un peu d'argent au passage. Donc son propre launcher, c'est la garantie de maîtriser ses revenus, maîtriser sa communication, son exposition. Donc ça se comprend. Est-ce que c'est dans l'intérêt du joueur ? Voilà, c'est la question que tu as soulevée. Moi, je trouve pas, mais les joueurs PC seront plus à même de commenter et nous dire ce qu'ils en pensent. Mais moi, je serai pas client, je pense pas. Enzo sera-t-il de retour dans Assassin's Creed ? Alors, c'est la question qu'on se pose. Pour information, Ezio, c'est le héros il a sa propre trilogie dans la saga Assassin's Creed. Donc, il a l'épisode 2, Brotherhood et Révélation, et c'est vrai que c'est le héros le plus plébiscité de la saga par les fans, en fait. C'est vraiment celui que les gens préfèrent. Et c'est vrai qu'on se pose un petit peu la question parce qu'il y a un tweet qui a semé le doute, on va dire, dernièrement. Le comédien Greg Smith était devant le studio Ubi Montréal, il fait un petit selfie comme ça au KLM, et il a fallu juste cette photo, en fait, pour pouvoir justement déclencher la rumeur et que Internet s'embrase. Excellent. Le prochain Assassin's Creed qui va sortir, ça s'appelle Assassin's Creed Infinity, en fait. C'est toujours un action RPG en open world, mais celui-là aura une particularité, c'est qu'il vraiment va plus s'orienter vers une expérience multijoueur, en fait, un peu comme un métaverse. Ils annoncent ça comme un jeu à service évolutif, et donc du coup avec plusieurs styles de jeu au sein de ce même titre, et surtout plusieurs expériences différentes. Donc revoir des anciens personnages, ce serait pas étonnant, mais c'est vrai que voilà, les gens sont hypés pour le coup. Et alors de nous deux, le pro d'Assassin's Creed, c'est toi. Moi, j'ai très peu d'expérience sur cette licence, mais toi, le retour d'Ezio, ça te fait quoi ? Ça t'ambiance, ou au final, franchement, tu préférais pas revoir sa tête ? Alors moi, clairement, je vais aller à contre-courant. C'est le personnage que j'apprécie le moins dans la saga, en fait. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que c'est un personnage que je n'ai pas vraiment apprécié, aussi que j'ai apprécié que dans Révélation, donc son dernier jeu, où là on avait un assassin mature, mais c'est vrai que le personnage en lui-même, c'est loin d'être mon préféré. Après, j'ai vécu de bonnes choses sur ces 3 titres, mais j'ai vraiment préféré des personnages comme Edward Kenway, par exemple, ou même Connor du 3, que beaucoup de gens n'apprécie pas pour le coup. Moi, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié au final. Mais bon, pourquoi pas. Après, on peut se retrouver peut-être avec un système de crossover entre Connor Kenway des États-Unis et Ezio de Florence. Enfin, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses de pur fanservice. Ok, donc toi, plutôt ce que tu chercherais, enfin ce qui te ferait, c'est pas un épisode dédié à lui, c'est par contre plutôt retrouver des autres personnages que t'as vraiment adorés, accompagner d'Ezio, enfin des petits caméos, un peu à la Avenger, en fait. Tu retrouves ton escouade d'assassins et Exactement. Ok, ouais, je vois le délire. Et puis le fait que ce soit un métaverse et un jeu évolutif, comme ils ont annoncé, m'incite à croire que c'est ce qui va se passer pour le coup. Ça va être on va dire un best-of d'Assassin's Creed avec du multijoueur, pour le coup, où on pourra jouer n'importe quel personnage, pourquoi pas s'en créer également, ou peut-être même les avoir dans des missions secondaires. Mais après, je t'avoue que c'est pas le jeu que j'attends le plus de la licence, parce que moi, ce que j'aime bien dans Assassin's Creed, c'est le côté histoire pour le coup, et là, j'ai vraiment l'impression de me retrouver avec un best-of, en fait. Ok. Alors, on aura plus de nouvelles le 10 septembre, lors de l'event Ubisoft, je pense. Ok. Eh ben écoute, tu nous en reparleras peut-être à l'occasion, du coup, si les news sont intéressantes. Toujours dans cette idée de continuité, du coup, j'ai parlé la dernière fois sur le pilote, sur le premier épisode, le pilote, j'ai parlé de la Gamescom. Donc je vais vous dire en mode vraiment très rapide deux, trois petites choses de la Gamescom qui m'ont vraiment séduite. Donc la première, c'est la présentation de Sony de la DualSense Edge, donc qui est clairement la réponse à la manette Elite de Xbox. Moi personnellement, je joue sur PlayStation et je joue pas sur Xbox, mais j'ai toujours envié les joueurs Xbox d'avoir une manette un petit peu premium Elite. Ça, je trouve que Microsoft avait vraiment bien géré cette partie-là. Et du coup, Sony répond avec la DualSense Edge. Donc une DualSense où on peut enlever les sticks, il y a des gâchettes derrière, on peut configurer ses boutons. Enfin, c'est vraiment la réponse à la Elite. Je vois pas beaucoup de choses qui vont se différencier. Mais il y avait un segment à récupérer et Sony, du coup, s'est engouffré dans la brèche. Et je trouve que
c'est très bien, il fallait le faire, parce que même les joueurs PC qui veulent une manette premium, aujourd'hui ils allaient plutôt vers la Elite ou une marque de type Big Ben, Razer, etc. Là ils peuvent aller prendre leur manette aussi chez Sony. Donc plus de choix pour les joueurs, nous c'est quelque chose qui nous convient. Moi, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner, parce que c'est vrai que pour le coup, moi, je joue plus sur Xbox, notamment pour la manette, en fait. Mhm. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec les sticks symétriques. Pour le coup, je préfère les sticks asymétriques. Et c'est vrai que sur la Elite, j'ai vu qu'on pouvait modifier la position des sticks. Alors, voir dans quelle proportion. Mais c'est vrai que ça peut être important pour les gens qui sont plus réfractaires aux sticks symétriques. Ouais, t'as raison. Et pourquoi du coup j'en ai parlé là, c'est que ce que j'ai trouvé sympa, c'est de commencer la Gamescom avec du hardware. On n'a pas commencé, enfin il y a eu des bandes annonces, il y a eu des trucs sympas qui ont été montrés, mais je trouve qu'à chaque fois qu'on montre un petit peu de hardware, donc du matériel, soit une console, soit une manette, soit, enfin bref, quelque chose de physique, ben dans les conventions ça fait toujours plaisir. C'est un peu ce qu'on a envie de voir. Je trouve qu'une convention où t'as pas quand même un peu de hardware qui est montré, c'est un peu dommage. Et en ça, tu vois, qu'on soit fan ou pas de Sony, que la DualSense s'en fiche ou pas, je trouvais ça sympa, en tout cas, d'avoir un petit peu de hardware dans cette convention. Surtout qu'on en parlait la dernière fois, quelles étaient nos attentes de la Gamescom, et c'est vrai qu'on était un peu pessimiste au final sur les choses que pourrait nous apporter la convention. Et c'est vrai que parler de hardware, bah, pour le coup, c'est quelque chose qu'on n'avait même pas évoqué en fait. Ouais, c'est vrai que c'est pour le coup quelque chose de très intéressant, car au final, ça nous donne du tangible en fait et du palpable pour le coup. Et puis voir une nouvelle manette, c'est toujours cool. En plus, bah, une manette premium comme ça, c'est vrai que pour le confort de jeu, ça reste quand même le top. Ouais. Et en plus, non, franchement, c'est très juste ce que tu dis. J'y avais même pas songé. Quand j'ai présenté mon sujet de la Gamescom, j'avais même pas imaginé qu'il y aurait du hardware, et ça a été ma petite surprise. Et dans les petites choses que j'ai aimées, je vais juste citer 2 jeux en mode rapide. Il y a Dune Awakening, le MMO survival dans les terres, dans les dunes d'Arrakis et tout. Enfin ça, Dune, c'est une licence que j'adore. Donc il y a eu un petit trailer sympa. Donc pareil, on vous invite à le regarder. Je crois qu'on l'a publié aussi sur notre page Facebook. Et la troisième petite annonce que j'ai bien aimée de la Gamescom, c'est Frostpoken. Donc je sais pas, ils ont pas l'air nombreux les gens hypés par ce jeu, mais moi je sais pas pourquoi, il me fait trop envie. Et ils ont lâché 10 minutes de gameplay sur ce jeu. Donc c'est le gros jeu AAA un peu de Square Enix avec FF16. Et en fait on joue une fille, c'est une héroïne dans notre monde à nous, à notre époque, qui se retrouve basculée dans un monde un peu d'heroic fantasy où il y a beaucoup de magie. Et dans ces 10 minutes de gameplay, ce qui est sympa, c'est qu'on voit ce qui pour moi faisait l'attrait du jeu, son intérêt, c'est que ça a l'air ultra dynamique. Les sorts de magie ont l'air très jolis et tout. Et on découvre aussi des lieux. Donc on voit une grande ville forteresse avec de la magie, on voit des grandes plaines à la horizon, on voit les points d'intérêt un peu classiques des open world, des beffrois pour agrandir la zone de vision à la Assassin's Creed. On a des petites des lieux de pèlerinage, je crois, ou les hôtels de pèlerins ou quelque chose comme ça, ils ont appelé ça comme ça, où on peut se recueillir pour augmenter les stats un peu, enfin ce genre de choses, des trésors à trouver. Enfin bref, j'ai trouvé ces 10 minutes de gameplay vraiment rafraîchissantes, dynamiques et tout. On voit clairement les inspirations Assassin's Creed, Horizon, etc. Mais voilà, moi je sais pas pourquoi. J'ai eu toujours un attrait pour ce jeu et j'étais vraiment content de voir ça à la Gamescom. Donc voilà, c'était les 3 petits sujets qui m'ont un petit peu titillé durant cette Gamescom. C'est vrai que revoir des jeux Dune, c'est cool. C'est un univers que j'affectionne aussi énormément et que j'espérais justement que la sortie du film allait inciter les développeurs à sortir des jeux. C'est vrai qu'ils en ont quelques-uns dans les tuyaux en ce moment et ça fait vraiment rudement plaisir pour le coup. Je suis moins fan du côté survie à la Conan Exile pour le coup. J'attends de voir ce que ça va donner. C'est vrai que moi je suis pas un champion du monde du craft et c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. Mais le fait de pouvoir déambuler dans les dunes d'Arrakis, c'est sûr, hein, ça va être un kiff total de ce côté-là. Pour Frostpoken, je te rejoins aussi. J'ai beaucoup aimé le trailer de gameplay. Le seul bémol que je vais avoir pour le coup, et ça c'est une de mes marottes à moi, c'est le charisme du personnage principal en fait. J'ai un peu du mal avec son chara-design et avec moi, je sais pas, avec le personnage en général. C'est vrai que c'est difficile de se rendre compte en 10 minutes, mais ce que j'en ai vu, je me dis ouais, ok. Oui, en fait, il peut paraître un peu creux. En fait, il a moins la personnalité
d'Aloy d'Horizon que moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'en attends un peu plus en termes de densité sur le personnage, tu vois, en termes de caractère, en termes de qui s'affirme, etc. En plus, le trailer, il était en VF, celui que j'ai regardé, et ça rendait pas vraiment honneur au personnage. Mais je te rejoins en termes, c'est vrai, d'écriture du personnage, si je puis dire. Là, j'ai comme toi un petit peu de doute. Il me semble un peu moins bien écrit que des jeux AAA où ils ont voulu mettre des héroïnes en avant, etc. Mais moi j'ai été davantage charmé, tu vois, par l'univers que par le personnage. Donc en ça je te rejoins. Je suis assez d'accord avec toi. L'écriture est un petit peu beaucoup même, hein, faut dire, cliché, je trouve. Après, bon, c'est pareil, hein, c'est un trailer de 10 minutes, c'est pour appâter le chaland, quoi. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça quand même, quand même générique, quoi. Quantic Dream, notre studio français responsable de petites pépites que j'affectionne beaucoup, comme Heavy Rain ou même Détroit, que j'ai beaucoup apprécié sur PlayStation 4, a annoncé un nouveau jeu, pour le coup, qui s'appelle Under the Wave. Alors, le jeu est développé par Parallel Studio, donc en fait, il est produit par Quantic Dream, il n'est pas développé par Quantic Dream, parce qu'ils sont déjà sur leur Star Wars, pour le coup. Et ça ressemble beaucoup à un jeu qui s'appelle Sea of Solitude, je sais pas si tu vois. Non, je connais pas du tout. Alors c'est un jeu qui est dans l'ambiance assez similaire, qui va se passer dans les fonds marins, mais pour le coup, contrairement à Sea of Solitude, en fait, il se passe beaucoup dans les fonds marins, mais également sur la mer. Là, le jeu va intégralement se passer sous la mer, en fait, et va explorer justement la solitude d'un personnage dans un monde, en fait, où il y a très peu de lumière, où il n'y a pas énormément de bruit. Ça va être assez anxiogène dans la façon d'appréhender le jeu. Donc on reste toujours dans un jeu narratif avec des choix qui auront une importance et un arbre de direction. Mais c'est vrai que c'est assez intriguant. Moi qui aime beaucoup ce qui est univers marin et fond marin essentiellement, c'est vrai que ce que j'ai vu m'a pas mal intrigué. Ok, donc toi tu signes. Moi, pour l'instant, je signe. C'est sorti en 2023 sur toutes les plateformes, et c'est vrai que c'est intriguant, quoi. C'est intriguant. Après, j'aime beaucoup les jeux narratifs. Je vais en parler tout à l'heure. J'aime beaucoup les jeux narratifs. J'aime bien quand l'aspect jeu vidéo se rapproche du cinéma, en fait. Et c'est ce qu'on a toujours, hein, chez Quantic Dream. Mais là, c'est ce qu'on va avoir, hein. J'ai pensé un petit peu à Abyss. Il y a un petit côté Lovecraftien aussi dans l'ambiance. Et c'est vrai que, pour le coup, ça m'a hypé, quoi. Ouais, c'est intéressant. Écoute, tu m'as fait jouer à Détroit, alors que moi, à contrario, les jeux narratifs, c'est pas ma came. Quand je me prends une manette, j'ai envie de jouer, j'ai pas envie qu'on me raconte 1 million de trucs. J'ai envie vraiment d'être dans l'action. Mais là, t'as dit un truc, t'as cité Lovecraft, donc si c'est inspiré de cet univers, voilà. Je risque de craquer aussi. Passons sur une news, on reste un petit peu dans le Lovecraft et dans l'obscur avec Sony qui augmente le prix de ses PS5. Donc évidemment on peut pas trop passer à côté de cette news, elle a fait grand bruit, donc je vais pas y passer des heures de débat. Je vais donner par contre mon avis sur la question en tant que consommateur et joueur sur PlayStation. Donc l'idée, hein, vous le savez certainement, mais Sony va augmenter de 50€ le prix de ces deux consoles, la PS5 avec lecteur Blu-ray et sans lecteur Blu-ray, ce qui fait respectivement 450 et 550€. Donc c'est un fait, voilà, ils augmentent le prix. Ce qui m'a gêné vraiment, c'est sortir le fait que on est désolé, on est obligé de faire ça, c'est à cause de l'inflation. En fait, pour moi, ils augmentent leur prix, c'est simplement la loi la plus basique du marché, l'offre et la demande. Et je pense qu'en ça, ils devraient être honnêtes sur ce sujet-là, parce que de toute façon, des PS5 et des Xbox Series X, depuis leur sortie, il y en a qui se vendent à 600, 700, 800€ parce qu'il y a des pénuries et parce qu'elles sont difficiles à trouver. Mais c'est ce côté un peu de prendre, je trouve, les joueurs pour des gens un petit peu naïfs. On sait que cette annonce arrive 2-3 semaines après l'annonce où Sony a revu ses objectifs à la baisse en termes de vente à cause des pénuries. Donc on sait qu'il y a des pénuries, ils ont prévu de vendre moins de consoles que ce qu'ils avaient prévu. Et 3 semaines après, ils augmentent le prix. Donc, encore une fois, j'insiste, moi je pense que c'est la pure loi simple de la demande et de l'offre. Il y a plus de demandes
que d'offres, donc les prix mécaniquement augmentent. On l'a vu par exemple sur les cartes graphiques RTX qui atteignent des prix de ouf parce qu'il n'y en a pas. En fait, c'est le marché, c'est comme ça. Et aussi, comme ils vont vendre moins de consoles, pour retomber sur leurs pattes en termes d'objectifs financiers, ils augmentent le prix de leurs consoles. Et alors, je pense qu'on peut le comprendre, on peut ne pas être d'accord avec cette augmentation, mais moi, en tant que j'apprécie cette marque, et c'est plus le côté d'évoquer l'inflation qui m'a un peu fatigué, quoi. Ça me semblait trop gros. On sait qu'ils vont vendre moins de consoles, on sait on sait qu'elles se vendent souvent plus cher que le prix de vente de 400 et de 500. Donc à un moment, il faut être honnête, ils augmentent parce que ils augmentent parce qu'ils ont envie de tenir leurs objectifs. Et en ça, je pense que ça aurait été un peu plus honnête de le dire. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je trouve ça un petit peu vachard, moi. Essentiellement, surtout pour les gens qui n'arrivent pas à en avoir et qui l'ont réservé, par exemple. Ils réservent une console à 499, on va leur annoncer 550 euros. C'est vrai que c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. Après, oui, l'offre et la demande, c'est le jeu du marché, mais il faut penser avant tout, c'est qu'on reste. S'ils en sont là, c'est grâce aux joueurs, en fait. Et je pense pas que les taxer de 50 balles de plus pour augmenter leur chiffre d'affaires soit une idée judicieuse, en tout cas. Bon, après, c'est vrai que la console est très demandée et surtout très populaire. Ça, c'est indéniable, donc elle se vendra quoi qu'il arrive. Mais pour moi, ça reste un carton rouge. Carton rouge que je donne aussi, comme toi. Et j'ai envie de dire, c'est du pain béni pour les autres constructeurs. Nintendo ont dit qu'ils augmenteraient pas leur prix. Et heureusement quand même, hein, parce que la Switch, je pense qu'elle n'est pas vendue à perte et ils en ont vendu des cargos entiers, donc heureusement qu'ils n'ont pas augmenté les prix. Xbox, ils se positionnent, ils disent qu'ils augmenteront pas pour l'instant. Et ben, ils ont eu raison de le faire. Voilà, c'est aussi un peu de concurrence saine entre eux. Sony a pris le parti d'augmenter les prix. Si en termes d'image, ils dégradent leur image, ben, j'ai envie de te dire que là, c'est quelque chose qu'ils auront cherché. Et voilà, ils veulent plus d'argent au détriment de l'image, je pense. Donc, advienne que pourra. Mais comme toi, je pense que ça jouera pas beaucoup sur les ventes. Mais c'est plus sur l'image. Voilà, comme toi, je mets un petit carton rouge là-dessus. Skull and Bones, les développeurs sont sceptiques. Alors en fait, Skull and Bones, c'est le jeu de pirate qui doit sortir le 8 novembre en fin d'année. Donc c'est un jeu qui est en développement depuis déjà un certain temps, un petit peu comme Dead Island au final. Il a été annoncé à la suite de la sortie d'Assassin's Creed 4. Donc ça fait quand même un certain temps, hein, faut dire ce qui est. Et d'après Kotaku, en fait, Ubisoft n'attendrait pas grand-chose du jeu. Car en soi, le jeu n'a pas grand-chose de plus à proposer que ce qu'on a vu dans la bande-annonce de gameplay, surtout d'annonce de sortie, en fait. Donc le retour des développeurs est assez et on va dire mi-figue mi-raisin pour le coup, et c'est pas du tout l'IP qui va leur permettre de rapporter suffisamment pour relancer la machine. Donc après, je me pose des questions. Donc déjà, c'est un petit peu dommage car au départ, le projet était très prometteur. Donc c'est un jeu de bataille navale, de gestion de pirates, un petit peu la Sea of Thieves en fait, en plus réaliste pour le coup. Intégralement multijoueur, donc ça peut trouver son public, mais là j'ai un peu l'impression qu'ils le balancent en catimini en fait. Ils l'ont annoncé, il sort le 8 novembre et puis plus rien quoi. C'est étrange, surtout venant d'un gros groupe comme Ubisoft qui est un petit peu en difficulté dernièrement sur la qualité de leur licence. Je trouve ça un petit peu dommage, si c'est vrai en tout cas. Parce qu'encore une fois, ça reste des retours de développeurs via le journal Kotaku. Est-ce que je fais erreur quand je compare dans ma tête le jeu avec Black Flag de Assassin's Creed ? C'est dans le même délire ou vraiment pas du tout ? En fait, au départ, Skull and Bones, beaucoup de gens le prenaient comme une extension de Black Flag, en fait, car quand Black Flag est sorti, toute la partie bateau, bataille navale, qui tient encore extrêmement la route à l'heure actuelle, ça avait énormément plu, et c'est vrai qu'en l'état, c'était quelque chose d'assez novateur en fait. Un jeu où on gère un bateau pirate et un équipage de pirates, à l'époque, c'était incroyable, quoi. C'est vrai qu'entre-temps, donc il y a Sea of Thieves qui est arrivé et le jeu était un petit peu oublié. Après non, je pense que ça n'a rien à voir avec Assassin's Creed dans le sens où on va pas avoir le côté grimpette, le côté exploration, le côté histoire. Là, ça va vraiment être améliorer son bateau, recruter un équipage et partir en guerre sur les mers, quoi. Donc même s'il y aura des missions à pied, ça sera pas du Assassin's Creed, quoi. C'est pour moi, je crois, je dis sans me tromper, un de tes thèmes de prédilection quand même, la piraterie. Donc tu nous en reparleras très certainement quand le jeu va sortir ou pas ?
Ah bah totalement, hein. Je pense l'essayer, regarder les Pirates des Caraïbes en parallèle, enfin me mettre dans un petit cycle de piraterie quoi. Est-ce que tu vas jouer avec un bandeau sur l'œil et une jambe en bois quand même ou pas? Je vais jouer avec un bandeau sur l'œil, je vais jouer avec un chapeau, mon compas, enfin je vais être roleplay quoi. Ok, je t'offrirai un perroquet pour l'occasion. Un petit perroquet, j'ai un chat éventuellement, je vais le peindre en rouge au cas où. Il y a de l'idée. On mettra des petites photos de tout ça sur nos réseaux. Et pour finir la section news, donc c'est moi qui ai l'honneur de finir cette session avec plutôt une rumeur. Donc on est toujours prudent avec Kira sur la partie rumeur, donc c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Donc ça fait beaucoup de bruit avant-hier, donc là on est dimanche quand on tourne. C'est Amazon qui se positionnerait sur le rachat d'Electronic Arts. Donc ça veut dire beaucoup de choses, cette rumeur. Ça veut dire déjà que Amazon n'a pas lâché le jeu vidéo. Et ça, pour moi, c'est le gros message. Ça n'a pas été vraiment démenti. À l'heure où on se parle, ça n'a pas été vraiment démenti. Donc on peut considérer que cette rumeur, il n'y a jamais de fumée sans feu, comme on dit. Donc si ça ne se fait pas, je pense quand même qu'il faut garder à l'esprit qu'Amazon va se positionner à un moment pour rentrer vraiment dans le game du jeu vidéo. Et donc, Electronic Arts, ce podcast est ouvert même aux personnes les moins connaisseurs du jeu vidéo, c'est FIFA, donc les jeux de foot, c'est les Sims, c'est Apex, c'est Mass Effect que tu adores, Kira, c'est It Take Two, que moi j'adore particulièrement, le petit jeu coop à deux qui était super. Donc Electronic Arts, c'est quand même un énorme mastodonte. C'est un peu comme l'acquisition de Blizzard et d'Activision côté Microsoft. Si Amazon rachète EA, c'est vraiment du très 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 lourd. Et je me dis à cette occasion, ça ouvre des belles perspectives. Est-ce qu'Amazon, du coup, relancerait son Luna, son offre de cloud gaming, là, un peu à la Stadia ou à la Xbox Cloud? Ou est-ce qu'il ferait un Prime Gaming? Parce que quand même, il faut rentabiliser un rachat comme ça. Je pense pas qu'il puisse l'inclure directement dans le Prime, qui est quand même pas cher. Enfin bref, ça ouvre des perspectives. Et comme je disais, il n'y a pas de fumée sans feu. Et ce serait quand même rentrer dans le game des mastodontes de jeux vidéo par la grande porte. Je sais pas ce que ça t'inspire, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait ah quand même. Voilà, ça m'a fait lâcher un petit ah ouais quand même. On en parlait la dernière fois avec Netflix qui s'était croûté sur son service de jeux vidéo. Et c'est vrai qu'on avait dit en conclusion qu'au final, même s'ils rentraient par la porte du streaming, ils allaient essayer de s'étendre au maximum, car c'est ce que faisait Amazon au final, avec Prime Music, avec Audible ou même avec Kindle. Et ben là, au final, ils auraient, comme tu dis, une branche jeux vidéo en plus. Alors après, j'ai entendu dire que l'abonnement Prime allait augmenter prochainement, donc de l'ordre de 20 à 30 euros, ce qui pourrait expliquer entre guillemets l'arrivée de ce genre de service dans l'abonnement. Enfin, en tout cas, si c'est le cas, ils plient le game, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Ils explosent tout sur leur passage. Après, c'est vrai que Luna, je l'avais complètement oublié, ce service qui avait été annoncé à l'époque en grande pompe. Et c'est vrai que pour le coup, pour moi, c'était silence radio. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Mais je ne serais pas étonné non plus, c'est vrai qu'Amazon, c'est un ogre qui rachète énormément, et se positionner sur l'univers du jeu vidéo avec de telles licences, bah pour eux, ça serait du pain béni, sachant qu'ils pourraient même le décliner en série télé, ou pourquoi pas en film pour la plateforme Prime en fait. Ouais, c'est vrai. Et comme tu l'as dit, Luna, je pense que même en leur citant dans ce podcast, des auditeurs comme toi vont se dire ah, ça existe encore ce truc-là. Donc oui, ça existe encore. Je suis quand même allé vérifier si ça existait encore avant de faire le podcast. Donc ça existe encore. Et c'est ça que je disais, c'est que ça renverrait le message que Amazon s'intéresse sérieusement aux jeux vidéo, parce qu'il y a eu cette idée de faire Luna qui a un peu capoté, mais finalement ils ont encore cette idée et ils ont le cash évidemment, donc voilà, je pense qu'on aura des nouvelles d'Amazon bientôt dans le monde du gaming. Mais écoute mon cher Kira, voilà pour nos petites news, hein, c'était quand même assez complet. Donc ce que je te propose, c'est pour la session de débat, j'arrive avec mes gros sabots avec un sujet de prédilection que j'aime beaucoup, et je le mets en avant en sujet débat pour ce podcast parce qu'on a une vision différente des trophées et des succès. Tu en parlais en introduction quand tu faisais le sommaire, tu as cité qu'on parlerait des succès, et donc pareil hein, pour les personnes qui sont les moins gamers d'entre nous et qui nous écoutent, les succès côté Xbox, les trophées côté PlayStation, et Steam aussi appelle ça les succès. Enfin bref, un peu toutes les plateformes le font. C'est récompenser le joueur simplement d'une petite notification, lui dire bravo, tu as fait un truc cool dans le jeu, et t'as ta petite notification qui te récompense.
PlayStation, c'est des trophées bronze, argent, or et platine. Xbox, c'est des points 100G, 1000G. Enfin, vous voyez que je suis moins à l'aise avec le truc. Mais ma première question, Kira, à toi, et après je donnerai ma vision. Quel est ton rapport au succès / au trophée dans les jeux vidéo ? Alors moi concrètement, je m'en fiche totalement en fait. C'est vrai que la partie succès, c'est oui en fait, c'est plus en fait le petit spam qui vient me faire chier pendant ma cinématique et des fois qui me spoil ce que j'ai fait avant même de le voir en fait. Donc c'est comment dire, c'est au tout début, je me souviens quand j'ai acheté ma 360 et que les succès sont arrivés, je me suis dit ah c'est marrant et tout, et c'est vrai qu'à l'époque j'avais essayé d'en débloquer quelques-uns. Mais c'est vrai que sur le long terme, c'est pas quelque chose qui me botte en fait. C'est pas quelque chose qui me motive ou qui me stimule en fait. C'est pas vraiment ce que je recherche dans le jeu vidéo. Alors, j'ai mis ce sujet sur la table du podcast cette semaine, et vraiment justement pour ça, parce que je sais que tu as un avis très tranché sur la question, et moi, à contrario, j'adore ça. Par contre, j'adore ça, mais pas à l'excès. Je vais pas non plus... Il y a des chasseurs de trophées, il y a des chasseurs de succès qui vont faire des jeux spécifiquement en fonction de la facilité pour atteindre le trophée platine ou le maximum de points en termes de succès. Donc je suis pas dans cette catégorie. Mais par contre, quand j'apprécie vraiment un jeu, donc je choisis pas mes jeux en fonction de ça, mais quand j'apprécie vraiment mes jeux, je vais les platiner. Je vais aller chercher à vraiment saigner le jeu et aller chercher toutes les récompenses. Par contre, pas vraiment pour le côté cela raconter, bien que quand j'ai des platines, j'aime bien le partager, je t'envoie le petit screen, je te dis regarde mon dernier platine et tout machin. Enfin, tu vois, t'es content. Je suis content. Ouais, tu vois, je suis content d'avoir mon petit platine, mais j'ai plus le sentiment... Mais c'est étonnant, c'est pour ça que vraiment je le mets en débat. C'est presque psychologique, hein. Franchement, on aurait dû inviter un psy pour ça. J'ai, tu vois, presque le sentiment de me dire j'ai eu le platine, je suis allé au bout du jeu. Alors que c'est moi qui pense ça et je me contredis direct, je dis que c'est une erreur de faire ça. Il y a des gens parmi nous et parmi vous qui nous écoutez qui font leur jeu et ils ont fini, ils rangent le jeu dans leur boîte et ils s'en fichent des succès. Et ils l'ont aussi bien fini que moi, qui va aller chercher tous les succès. Mais je sais pas, tu vois, j'ai le sentiment d'aller vraiment au bout des choses. Et ma seconde question que je vais te poser, du coup, est-ce que tu considères que ça peut détourner le joueur de son expérience ou au contraire, ça peut enrichir l'expérience? Parce que moi, du coup, pourquoi je te pose cette question, c'est que moi, j'ai le sentiment, quand même, grâce au trophée, d'avoir découvert des choses que j'aurais pas découvert si j'avais pas allé chercher, si j'étais pas allé, tu vois, jusqu'à platiner le jeu. Un exemple, pour un platine récent, je devais faire les 4 fins du jeu. Je suis allé jusqu'à faire les 4 fins du jeu que j'ai découvertes, que j'aurais pas fait si tu vois, si j'étais pas allé chercher si j'étais pas allé jusqu'au platine. Donc c'est vraiment ça ma question. Est-ce que ça détourne le joueur de son objectif premier qui est simplement de profiter du jeu et de faire le jeu et quand il est fini on arrête, ou est-ce que ça enrichit l'expérience? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Je pense que si ça dépend de la vision du joueur. Il y a des joueurs qui, pour le coup, ont envie de tout savoir d'un jeu, en fait, du début à la fin, de connaître tous les petits easter eggs, toutes les petites gimmicks, vraiment tout ce que les développeurs ont inscrit dans le code du jeu, en fait. Et il y a d'autres personnes qui ont juste envie de passer, on va dire, un bon moment ou qu'on leur raconte une histoire. Et c'est là qu'en fait, il peut y avoir une différence entre les joueurs. On va avoir les joueurs qui sont plus, on va dire, team gameplay, qui eux veulent vraiment saigner le jeu avant tout, c'est le gameplay et l'histoire passe au second plan. Et dans ces cas-là, c'est plus ces joueurs-là qui vont faire de la chasse au trophée pour justement débloquer toutes ces petites features de gameplay. Et à côté de ça, on a les gens qui veulent vivre une expérience narrative de A à Z en fait, mais sans qu'il y ait d'incohérence en fait. Je pense à un jeu comme on va dire Les Gardiens de la Galaxie. C'est une histoire complète qu'on peut rusher en fait. Mais à partir du moment qu'on essaye, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, qu'on essaye de débloquer des succès en fait, j'ai l'impression que ça nous ralentit et qu'en fait l'histoire racontée est moins logique et plus linéaire en fait. Disons qu'en gros elle nous détourne du but de la chose. Je vais revenir sur Batman que j'ai fait la dernière fois. Dans Batman, Arkham Knight, celui-ci, il se passe un élément très très grave en début, une personne se fait kidnapper.
Donc c'est la course contre la montre, il faut qu'on se dépêche pour aller la sauver ou quoi que ce soit. Mais au milieu, j'ai un trophée qui me dit allez casser la figure à 15 malfrats ou aller screener 15 tags dans la rue. Au final, est-ce que Batman, objectivement, s'arrêterait pour prendre en photo des tags ou est-ce qu'il irait sauver la personne qui s'est fait kidnapper en fait? Et donc c'est là que pour moi la partie succès en fait est un peu schizophrène avec le propos du jeu en fait. Il y a des fois ça se marie très bien avec le style de jeu. Jouer un jeu comme Sherlock Holmes ou The Sinking City, pour le coup là les succès font partie intégrante du gameplay. C'est-à-dire que les succès vont nous permettre d'avancer aussi dans notre quête. C'est comme si on avait une méta-histoire en plus de l'histoire, en fait, comme si nous, on était investis avec le joueur qu'on joue, donc ça, c'est quand même quelque chose de plutôt pertinent, et d'autres succès qui vont être mis de façon à dire, bon, bah écoutez, on a mis 50 succès, c'est trop bien, mais au final, pour moi, ça me sort un petit peu de l'expérience du jeu que je souhaite le plus immersif possible. En fait, c'est vraiment ça que je voulais. En fait, on a deux visions qui se confrontent. En fait, le succès, toi, tu le trouves parfois intrusif, parce que tu as ton petit pop-up, et en plus, il t'extrait de l'immersion qui va te demander, voilà, comme tu dis, tu as bien cité un exemple, d'aller chercher un mec le plus vite possible, alors que le mec qui va aller chercher ses trophées va s'arrêter pour prendre des photos. Donc on est en plein dans cet exercice. Et moi, tu vois, je dis que, à contrario, les trophées m'ont apporté une vision du jeu. On sont allés me chercher des collectibles que j'aurais pas récupérés, des documents que j'ai lus, que j'aurais jamais lus avant, ou des fins que j'aurais jamais fait. Donc tu vois, moi, de mon côté, j'ai une expérience que je considère enrichie. Et toi, tu as une expérience que tu considères presque, voilà, comme je disais, un peu détourné, un peu saccadé à cause du trophée, et un peu on t'a enlevé ce côté immersion. Mais quand même, tu vois, donc ces deux visions sont différentes, mais j'ai envie de te poser une question quand même, et tu vas voir où je veux t'emmener. Est-ce que tu serais prêt, donc t'as tes succès, t'as ton compte, t'as un historique quand même sur son compte. Est-ce que tu serais prêt à changer de plateforme et repartir avec un compte à zéro, malgré que t'aies pas une appétence vraiment pour la partie succès? Est-ce que t'es quand même prêt de faire table rase sur tous tes points? T'en as je sais pas combien en plus sur Xbox, ton nombre incalculable de points, tout ton historique, pour passer sur une autre plateforme? Ou quand même cet argument, même si t'as pas trop d'appétence sur les succès, cet argument fait que ça va être une des données qui font que tu vas rester quand même joueur Xbox et pas passer un jour plus sur Sony ou Nintendo? Alors moi le succès par contre, je vais le tourner dans l'autre sens ta question en fait. Le succès me sert à quelque chose, c'est quand je joue en multijoueur en fait. Ça me permet de voir qui j'ai en face de moi. Une personne qui a 50 000 points sur sa console, ça me permet de voir si c'est un joueur aguerri ou non, par exemple. Si ça me permet aussi également de voir si la personne finit ses jeux ou pas, en fait, tout simplement. Si je vois qu'une personne, elle a 50 000 points, mais qu'à côté, il y a 50 000 jeux, et à chaque fois, il a débloqué un succès par jeu, c'est une personne qui démarre un jeu, qui débloque le premier succès, au bout de 10 minutes, il se dit, bon, bah ok, c'est cool, on s'en fout, et puis hop, il passe à autre chose. En fait. Et surtout, ça me permet de voir avec qui je joue, et si ça vaut le coup, en fait, plus de jouer avec ce joueur de joueurs, en fait. Ça me permet de voir s'il y a du challenge, s'il y a de l'investissement derrière, en fait. Et pour la partie multi, le côté carte d'identité, ça peut être intéressant. C'est un peu valorisant quand même. Après, c'est un peu valorisant quand même, ce côté identité. C'est un peu valorisant, historique. Tout à fait. Quand je me retrouve avec une personne qui a 200 000 G sur sa Xbox, voilà, je me dis, bon, bah ok, le gars il touche, quoi. Après, c'est vrai qu'on se retrouve dans des cas, des fois, où on a des gens en face de nous qui viennent d'avoir la console, qui sont encore tout fous, par exemple. Il n'y a pas de succès, et on voit quand ça peut dégrader l'immersion lors d'un jeu multijoueur, en fait. Tout simplement. Bien que j'en fais moins à l'heure actuelle, mais c'est vrai que souvent, pour moi, c'est un cas qui me permet de voir un peu l'investissement que je vais avoir dans cette partie. Et en toute dernière question, et après je ferai ma conclusion et vous nous direz sur les réseaux si vous êtes en phase ou pas. Et toute dernière question, c'est donc Nintendo, eux, on les connaît, ils sont à contre-courant, on l'a dit la dernière fois, les succès, bon, ils en parlent un petit peu, mais pour l'instant, ils ont carrément snobé la fonctionnalité. Est-ce que, à jeu équivalent, confort d'utilisation équivalente, tu choisirais une plateforme où tu peux quand même malgré tout débloquer des succès et augmenter ton nombre de points Xbox, ou peu importe, tu peux aller plutôt sur Nintendo si voilà, l'envie t'en prend. Est-ce que tu ferais le choix quand même d'une plateforme pour cet argument? Alors pour moi, je vais dire, c'est plutôt le côté peu importe. En revanche, c'est vrai que quand je joue sur Switch et qu'il n'y a pas de succès qui se débloque, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose quand même malgré tout. En fait.
C'est-à-dire, j'ai l'impression d'avoir été matrixé par le système. Et même si je m'en fiche, bizarrement, le fait de ne pas voir de pop-up, le fait de ne pas voir de points défilés ou de choses comme ça, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Comme si dans la finalité de mon jeu, en fait, il y avait une sensation d'inachevé. Ce qui est assez étrange au final, surtout avec le discours que je tiens. Mais c'est plus dans ce sens-là, en fait. Ouais, c'est toute la force du succès. Et ça va rejoindre un petit peu ma conclusion. Donc, tu vois, on a deux visions vraiment qui se confrontent. Mais d'une, on est quand même maintenant habitué à ce système. On l'a quand même intégré avec ses qualités ou ses défauts en fonction, comme tu l'as dit, du profil du joueur. Il y a des joueurs qui nous écoutent, là, qui débutent le jeu vidéo. Ils vont peut-être pas calculer ou ils s'en fichent complètement. Des joueurs plus aguerris qui vont aller le chercher. Donc, selon les profils, il y a des avantages et des inconvénients. Mais la mécanique fait partie quand même de notre inconscient collectif en termes de jeux vidéo. Ça, c'est quelque chose d'acquis. Et moi, je pense, et c'est ma conclusion, que c'est quand même une arme, un outil exceptionnel, vraiment je pèse mes mots, pour fidéliser les joueurs sur une plateforme. Et ils l'ont compris, et ça nous servira un petit peu ce débat de fil conducteur avec des prochains podcasts, parce qu'il y a certainement des annonces qui vont arriver côté Sony et Xbox ont commencé déjà à développer, de faire un vrai programme de fidélité autour des succès, autour des trophées, parce que là où j'ai vraiment une conviction, c'est quel que soit le profil du joueur, on a des profils différents, mais c'est la carte de fidélité. Tu vois, c'est ce qui fait que à un moment, ça peut peser dans la balance pour changer de plateforme ou non. Et c'était du coup ma conclusion. Qu'est-ce que tu en dis ? Alors, en parlant de carte de fidélité, moi, je vais. Alors, ça va pas vraiment être une conclusion, mais c'est pour apporter une précision sur quelque chose. C'est que sur Xbox, on a les points reward, en fait. C'est-à-dire tous les jours, en faisant des actions sur sa Xbox ou sur son PC, on gagne des points. Et au bout d'un certain nombre de points, on peut les échanger contre des cadeaux, des tirages au sort, des bons d'achat, des choses comme ça. Et il y a un reward qui vient tous les jours. En gros, c'est débloquer un succès dans un jeu. Et moi qui ne chasse pas les succès, du coup, je vais gagner ces points-là, en fait. Donc, je vais peut-être jouer à des jeux auxquels je ne joue pas habituellement pour débloquer des succès. Et dans ces cas-là, je vais chercher des jeux avec des succès faciles pour débloquer mes 50 G par jour. Après, c'est pas forcément un jeu, c'est pas forcément quelque chose de compliqué à faire, mais en faisant comme ça, en fait, ça me permet d'avoir ma finalité qui est mon bon d'achat au final à la fin, pour pouvoir m'acheter des nouvelles choses. Donc ça détourne un peu le principe de succès, en fait, mais au final, ça joue complètement le jeu du succès. Ouais, ça le rend tangible, en fait, de ton succès qui était une simple récompense, comme tu l'as dit, qui est plutôt pour flatter un ego. En fait, tu en retrouves, tu tires un intérêt financier, tu tires un intérêt tangible, quelque chose de concret. Et là encore, très bon move de la part d'Xbox, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai dit que ça fera le lien un petit peu, ce débat, avec des prochains podcasts. Sony répondra très certainement à ça, et je crois que c'est déjà un petit peu dans les tuyaux. Donc ce n'est à mon sens que le début des trophées et des succès, même si la mécanique existe depuis longtemps. Et c'est vraiment au cœur du jeu maintenant, au cœur de l'environnement, au cœur des écosystèmes. Et je trouve que ça reste une bonne chose. Surtout comme tu l'as dit, où on est capable maintenant de transformer sur quelque chose de tangible et qui peut être des remises ou autres. Donc c'était pour notre petit sujet débat. Donc c'était intéressant encore une fois de donner des points de vue assez différents sur la question et de vous les partager. Donc évidemment, donnez-nous votre ressenti et partagez-nous aussi votre idée sur la question. Kira, je vais te laisser la parole pour ton test de la semaine. Et je l'attendais, ce test, parce que c'est un jeu qui m'a intrigué. Donc vas-y, je te laisse la parole. On va parler de The Quarry, qui est un jeu d'horreur narratif développé par Supermassive Games, donc ceux qui sont responsables de la saga Dark Pictures, pour ne citer qu'eux, et qui est sorti donc le 10 juin 2022 sur toutes les consoles, hormis la Switch. The Quarry, qu'est-ce que c'est ? En fait, on peut dire que c'est un slasher narratif, en fait. C'est un peu comme si Détroit Become Human croisait Vendredi 13 et La Colline à des yeux. Donc c'est vraiment un jeu de pure horreur, avec des choix moraux qui vont nous permettre de débloquer des embranchements différents dans l'aventure, et donc avoir une histoire qui peut plus ou moins différer en fonction de ce qu'on va faire. Je vais faire un petit synopsis vite fait. Donc The Quarry, alors que la nuit tombe, les jeunes moniteurs du camp Hackett's Quarry organisent une fête pour célébrer le dernier jour du camp de vacances. Pas d'enfants, pas d'adultes, pas de règles. Mais les choses vont rapidement mal tourner.
traqués par des individus couverts de sang. Et une chose bien plus sinistre encore, les adolescents vont vivre une nuit de cauchemar inattendue. Donc au niveau du scénar, tu vois, on est vraiment dans du pur slasher. Là, je m'attends à voir Jason quand même débarquer avec sa machette et cartonner les étudiants. C'est un peu ça, donc on a un peu un genre de simili Jason qui cartonne de l'étudiant, comme on dit. Il y a pas mal d'acteurs célèbres qui font partie intégrante du jeu, donc via la motion capture. On va retrouver David Arquette de la saga Scream. Il y a Justice Smith, c'est l'acteur qui joue dans Détective Pikachu, Jurassic World aussi, qui a un rôle plutôt intéressant. On va avoir Brenda Song qui joue dans Dollface, cette bonne vieille ganache de Lance Henriksen de Alien, et Ted Raimi, le frère de Sam Raimi, qui joue dans la série Ash vs Evil Dead, par exemple. Et donc c'est bien, c'est que là, la frontière entre le cinéma et le jeu vidéo est vraiment devenue mince, car on a vraiment des acteurs de ciné qui vont jouer dans ce jeu, en fait. Ouais, c'est tout ce que t'aimes, quoi. C'est vraiment tout ce que j'aime. Le système de jeu est très simple, donc ça reste du jeu du QTE, en fait, donc on va voir un petit peu l'histoire se faire devant nous via des cinématiques. On va pouvoir bouger nos personnages avec le stick gauche et le stick droit à la manière d'un TPS, tout ce qui est de plus classique. On va avoir des angles de caméra soit derrière, comme les Resident Evil Remake, soit des caméras figées, comme les premiers Resident Evil, pour donner un petit côté ambiance angoissante en plus, donc ce qui est plutôt intéressant. Et le jeu a de multiples embranchements, comme je le disais tout à l'heure, et des nombres en tout 186 fins. Et ma question, souvent sur ces jeux-là, c'est est-ce que les choix ont un réel impact? Parce que moi, souvent, les 180 fins, je me dis c'est du marketing, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a des vrais impacts en fonction de ce que tu fais dans le jeu? Alors concrètement, le jeu, oui, a de vrais impacts sur ce qu'on fait tout au long du jeu. Je l'ai fait 2 fois, donc je l'ai fait une fois à sa sortie et je l'ai refait une deuxième fois cette semaine, donc pour préparer le podcast. C'est clair que les 186 fins, c'est du marketing, mais j'ai eu 2 fins totalement différentes en fonction de mes survivants et en fonction des choix que j'ai faits, en fait. Ok, Donc t'as ce de la qui, pour le coup, était rejouabilité. intéressant. C'est ça, il y a de la rejouabilité. Il y a autre chose qui est plutôt marrant, c'est que moi j'ai pris l'édition de luxe et dedans j'avais les costumes des années 80 et je pouvais appliquer un filtre type film des années 80, en fait. Et du coup, ma deuxième partie a été faite comme ça. Donc j'avais vraiment l'impression, pour le coup, de jouer à un autre jeu, même si c'était les mêmes personnages, mais les faits de leur donner une attitude différente, de faire des choix différents, qu'ils soient habillés différemment également et avec un autre grain sur l'image, bah ça m'a vraiment relancé l'intérêt du jeu. Pire, je l'ai même trouvé meilleur, en fait. Ok, intéressant. Car il était plus proche de ce qui s'inspirait. Il y a un mode coop dedans, un mode coop que moi je trouve totalement foireux, car contrairement à la trilogie Dark Pictures, en fait, le mode coop là peut se jouer jusqu'à 7 personnes. C'est ce qu'on appelle le mode de loup, très exactement. Et les autres ne jouent pas, en fait. C'est-à-dire il y a une seule personne qui joue et les autres en fait font les choix à la place du joueur. Ok. Donc c'est pas super fun, car moi clairement au départ j'avais prévu de le prendre pour le jouer avec un ami, et on voulait faire comme Dark Pictures où en gros on alterne les personnages en même temps, on fait notre petite mission ensemble et surtout on interagit ensemble. Donc si je vais donner un exemple du dernier Dark Pictures, je jouais avec un ami et il avait un personnage, en gros on jouait des ex et lui essayait en fait de renouer avec mon personnage à moi. Moi je voulais pas. Donc du coup, j'ai passé tout mon jeu à l'envoyer chier tout le temps, en fait. Donc ce qui était plutôt marrant au final, car je le voyais lui dans son coin qui ramait comme un fou, et moi de l'autre côté, je l'envoyais bouler systématiquement. Donc c'était drôle, et en fait, ça permettait d'avoir en fait d'enrichir l'expérience de jeu. Là, c'est pas le cas, et en fait, sur un jeu comme ça, je trouve ça quand même vraiment dommage, car les autres sont plus spectateurs, comme si on regardait un let's play Twitch, en fait. On contrôle 9 moniteurs de colo dans ce jeu, donc ça augmente entre guillemets les possibilités d'interaction et surtout d'embranchements différents lors du jeu, en fait. Donc c'est intéressant, mais après encore une fois sur ce genre de jeu, c'est peut-être pour moi un peu trop. Dans le sens où 9 moniteurs, donc ça forcément alourdit la durée de vie du jeu, mais sur ce genre de jeu, une quinzaine d'heures, une dizaine d'heures, je trouve ça beaucoup, en fait. Je trouve ça beaucoup car il y a un moment où on va se retrouver avec un ventre mou ou avec des passages de gameplay un petit peu moins intéressants, pour le coup. Ouais, tu favorises l'intensité de la narration plutôt que la durée de vie, ce qui paraît logique sur ces styles de jeu qui se veulent proches du cinéma, du coup.
C'est ça. Et quand je le compare à la trilogie Dark Pictures, enfin bientôt il y a un 4e jeu qui arrive en octobre, qui eux pour le coup ont des durées de vie de 5 à 6 heures max en fait, avec 5 voire 6 personnages jouables, bah au final je trouve ça beaucoup plus intéressant. Je vois plus ça comme une série télé en fait. C'est un jeu qu'on va se faire en un week-end à deux et bah vraiment on va se marrer, on va vivre le truc et c'est plus intense. Au final on se sent peut-être plus concerné. Là il y a 2-3 moments où j'ai un peu décroché parce que bah, clairement ce qui se passait j'en avais rien à foutre et j'avais plus l'impression que c'était meublé pour meubler, hein. Et j'ai regardé du coup en préparant le podcast un petit peu les notes moyennes, tu sais, sur Metacritic. Et le jeu a pris, on peut dire en moyenne 16 sur 20. Est-ce que c'est une note qui te paraît, toi, légitime, surcotée, sous-cotée? Enfin, comment tu te positionnerais par rapport à ça? Alors la note me paraît pour le coup parfaitement légitime en fait parce que j'ai pas passé un mauvais moment, l'ambiance ou quoi que ce soit, donc ça me rappelait vraiment je kiffe les slashers, j'en ai énormément en Blu-ray et j'avais vraiment l'impression de vivre ça en fait. Et pour le coup c'est quand même un condensé de tout ce qui se fait de mieux chez Supermassive Games en fait. Que ce soit l'acting, l'écriture des personnages, la motion capture, les décors, même si graphiquement le jeu n'est pas transcendant en fait, la patte artistique est quand même là en fait. Et même si certains moments c'est un peu convenu, c'est aussi pour mieux retourner les codes contre nous. Il y a certains moments où on va se dire ah tiens c'est ce qui se passe. Et c'est vrai, c'est ce qui arrive, mais derrière, ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'il y a un deuxième effet qui se coule qui est plus gros encore en fait. Et là-dessus, je trouve qu'ils ont été quand même assez forts. Ok, donc le jeu a le tampon recommandé par Kira ou... Ah oui, tout à fait. Hein. Si vous aimez les jeux narratifs, clairement le jeu est fait pour vous. Vous avez vraiment passé un super moment, malgré un scénario un peu convenu. Pareil, la difficulté des QTE est très légère, sauf que je me suis aperçu qu'en fait, de base, le jeu était calibré en facile en fait. Dans les options. Et sur ma première partie, bah, vraiment, j'ai roulé sur le jeu. Je me suis dit, bon, bah, ok, par contre, les QTE, ils ont abusé. C'est vraiment très, très simple. C'est peut-être pour plaire à une nouvelle génération de joueurs ou peut-être à des gens qui ne jouent pas, tout simplement. Et là, pour le coup, j'ai mis en difficile sur la deuxième partie. Et bah oui, ça change quand même considérablement la donne quand on est aguerri. Quand on perd un personnage parce qu'on s'est foiré sur un QTE, bah, on a la haine, mais au final, c'est plus justifié que certains éléments du scénario un peu plus convenus, on va dire. Quand on compare, en fait, par exemple, alors tout premier jeu que j'ai joué, en tout cas à l'époque sur PlayStation, Until Dawn, je trouve que ce jeu, pour le coup, c'est vraiment le jeu de la maturité, en fait. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont acquis en expérience sur la trilogie Dark Pictures qui est sortie jusque-là, et ben ils ont su le réutiliser, en fait. Et c'est vrai que j'ai refait Until Dawn l'année dernière. Le jeu était quand même très rigide et certains choix en fait étaient vraiment grand guignolesques en fait. C'était vraiment forcé et des fois c'était des jumpscares pour le jumpscare sans vraie justification. Là je trouve que ce qui se passe en fait est plus fluide et plus logique au final et même certains choix incohérents bah, on va dire passent mieux car c'est vraiment lié à notre gameplay pour le coup. Bon bah écoute, c'est recommandé par Kira auprès de nos auditeurs, hein, pareil, hein, si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas. Moi je vais enchaîner sur un jeu que je ne voulais pas faire. Donc vous voyez, je prends pareil les choses un peu à contre-courant. Un jeu que tu m'as conseillé. Je t'ai envoyé un message un soir, je savais pas trop à quoi jouer et je t'ai dit ça c'est bien ou pas, tu m'as dit vas-y fonce. C'est les Gardiens de la Galaxie. Sorti en 2021, fin 2021 il me semble. C'est Eidos Montréal qui était aux commandes, édité par Square Enix. En fait, pourquoi je voulais pas le faire? Je trouvais ça un petit peu cheap la bande-annonce et je sais pas, pour moi c'était un énième TPS, enfin un énième jeu de shoot dans l'univers Gardien de la Galaxie. En plus, j'avoue, comme c'était pas vraiment les visages des personnages des films et tout, ça m'avait rebuté comme beaucoup. Mais je me suis lancé quand même sur tes conseils. Donc on est vraiment, c'est dans l'esprit à 100% des Gardiens de la Galaxie. En termes de scénario, en gros, on commence l'histoire avec ils ont commencé par faire des bourdes. Ils se retrouvent avec une petite amende à payer. Qui leur fait rencontrer les Nova, qui est un peu la patrouille galactique dans le secteur où ils sont. Et à partir de là,
il y a tout un scénario qui se qui se crée avec des personnages, une petite fille et puis sa mère. Donc je vais éviter de spoiler évidemment un maximum. Et une relation assez sympa qui se crée. Et je me suis trouvé vraiment embarqué par le scénario du début à la fin. Alors que vraiment je suis pas trop client de ces jeux-là. Mais ce qui m'a vraiment attiré, j'ai retrouvé vraiment l'esprit des Gardiens de la Galaxie, j'ai rigolé, j'ai trouvé les punchlines marrantes, c'est assez dynamique. En termes de gameplay, on joue Star-Lord et on peut faire appel à ses compagnons, Rocket, etc. Enfin toute la team pendant les combats avec des combos qu'on fait en plus entre équipiers. Donc ce qui est plutôt sympa, assez dynamique, avec un petit arbre de compétences vraiment très limite qu'on débloque petit à petit. Et le scénario nous tient en haleine. Moi j'étais vraiment dedans. Le gameplay assez exigeant mais sans être non plus trop complexe, fait qu'on adhère assez vite, on prend vite la main, on se retrouve à faire des trucs assez sympas très rapidement. Comme il y a un truc que je trouve assez rigolo qui est très dans l'esprit des Gardiens de la Galaxie, c'est qu'on peut faire appel à son super pouvoir et invoquer toute la team auprès de nous, et là il y a un petit dialogue qui se lance et on essaie de les booster, ou au contrario on leur dit plutôt calmez-vous les gars, là vous êtes un peu trop chaud, ou à contrario s'ils sont démoralisés on leur dit allez faut taper dedans, etc. Donc vraiment très bercé dans l'ambiance des Gardiens de la Galaxie. Et ce que je mets aussi au crédit du jeu, c'est la qualité des dialogues. J'ai vraiment, je les ai lus, j'étais à fond dedans, et la musique aussi que j'ai trouvé excellente. Donc comme dans les films Gardiens de la Galaxie, il y a des bandes son un peu à l'ancienne, rétro sympa, mais même les musiques d'ambiance et tout étaient plutôt réussies. Donc ça c'est vraiment pour les aspects très positifs. Et à contrario, je sais que toi Kira t'as beaucoup aimé le jeu aussi, donc je vais te dire mes aspects que j'ai moins aimé et tu me diras ce que t'en penses. J'ai retrouvé qu'à certains moments le jeu est assez court, ça c'est pas un défaut à mon sens, mais il est assez court, mais ils ont recyclé des lieux. On est plusieurs fois dans le vaisseau des Nova par exemple, on est plusieurs fois sur la planète de Knowhere. Enfin il y a des lieux qui sont assez recyclés, et comme le jeu est assez condensé, court, voilà, moi ça m'a gêné. J'aurais préféré aller dans plein de lieux différents, même si l'aventure est courte, mais au moins j'aurais eu de la diversité. Et à la fin, dans le dernier tiers du jeu, j'ai commencé à ressentir une sorte de lassitude avec le gameplay, parce que j'avais déjà boosté mes persos à fond, j'avais plus rien à débloquer, plus de nouveaux pouvoirs, donc c'est à dire que aux 2 tiers du jeu j'avais quasiment fait le tour de tout ce que le jeu pouvait me proposer en termes de gameplay, et voilà, une petite lassitude qui s'est pas trop installée parce que le jeu est assez dense et assez court, donc ça va. Et en dernier défaut, c'est qu'à un moment ils nous font faire des petits choix. Ils sont assez anecdotiques, et j'aurais aimé des choix où il y a un peu plus de répercussions. Mais tu vois, ça s'inscrit quand même dans une certaine linéarité. Mais ça reste quand même un très bon jeu. Donc c'est toi qui me l'as conseillé, tu l'as adoré, mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à voilà, les petits points de frustration que j'ai pu rencontrer avec le jeu? Alors là-dessus, je suis d'accord avec toi. Certains environnements se répètent un peu trop malheureusement, surtout dans un univers aussi vaste que les Gardiens de la Galaxie. Après, ça reste toujours plus ou moins expliqué par le scénario, le pourquoi on revient là, qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est vrai que ça aurait été plus sympa de voir des environnements différents, ou alors, quand on retourne sur certains vaisseaux, de voir d'autres choses encore sur le vaisseau que les sempiternels couloirs qu'on a déjà vus. Là-dessus, je suis d'accord. Après, pour la partie évolution de personnage, c'est vrai qu'on évolue au maximum avec nos compétences, nos armes et tout, pendant les 2 tiers du jeu. Et le dernier tiers, en fait, je sentais plutôt un réel pic de difficulté à ce moment-là, ce qui fait que ça nous obligeait en fait à utiliser tout ce qu'on avait acquis au fur et à mesure. Donc en fait, on était au maximum de notre courbe de progression, mais après derrière, on allait devoir utiliser tout ce qu'on avait débloqué, et surtout maîtriser toutes les techniques qu'on avait appris vraiment au fur et à mesure. Et ça, pour le coup, je trouvais ça quand même intéressant, et je n'ai pas senti cette lassitude sur la fin, car on a vraiment l'impression d'être super fort au final, même si la difficulté augmente. Et pour finir, les choix, je suis d'accord avec toi. Certains choix sont un peu light. C'est plus des choix de l'ordre de l'anecdote, en fait. Le choix de balancer Rocket par-dessus une falaise ou pas, des choses comme ça, c'est plus pour la vanne qu'autre chose, en fait. Et oui, c'est vrai que ça manque peut-être un peu d'enjeu de ce côté-là. Mais
Donc là c'est vrai que on a focusé sur les petits défauts, mais par contre c'est un excellent jeu popcorn. En fait, il faut le faire comme je l'ai fait. Je savais pas trop à quoi jouer. Je l'avais du coup dans le PS Plus. Je l'ai téléchargé et je le dis vraiment, j'ai passé un excellent moment. Je pinaille un petit peu parce qu'on essaie évidemment d'être un peu dans l'analyse des jeux que l'on fait pour vous apporter un contenu diversifié. Mais par contre, je le considère à ceux qui sont des joueurs occasionnels, des joueurs qui ont envie juste de se faire plaisir. Tu me l'as conseillé de cette façon, Kira, et tu avais complètement raison. C'est le jeu à faire pour se faire plaisir, en mode détente. Moi, je l'ai enchaîné, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu peut-être ce sentiment à un moment, tu vois, de revoir un peu les mêmes choses, mais entrecoupé de petites sessions et tout. Je pense que c'est un jeu qui passe extrêmement bien. Il est court, mais pas trop court. Il est pas trop long, on se lasse pas trop vite. Donc moi, pareil, c'est une recommandation que je vous fais. Et je sais pas s'il a vraiment beaucoup marché, mais je sentais, il a un succès d'estime. Est-ce que commercialement il a vraiment fonctionné, je ne sais pas. Mais en tout cas, beaucoup de joueurs comme moi n'étaient pas trop tentés, mais quand ils l'ont fait, ils ont beaucoup apprécié. Donc c'est pour ça aujourd'hui que j'ai vraiment pris le parti de vous le proposer, parce que c'est à contre-courant. Je voulais pas le faire. Je l'ai fait, j'ai été séduit et au final je me retrouve à le recommander comme toi tu me l'as recommandé, Kira, alors qu'à la base tu vois je voulais même pas, je l'ai pas calculé en fait le jeu. Donc en ça je trouve que c'est une bonne histoire de gaming, petite anecdote et c'était... Le truc, c'est que le jeu a bidé, malheureusement, mais je pense qu'il a bidé à cause d'Avenger, en fait. Les gens ont voulu faire payer l'échec d'Avenger avec les microtransactions, la sortie catastrophique, le fait de pay to win, on va dire, de l'époque, parce que Avenger s'est quand même pas mal amélioré depuis, et beaucoup de gens ont boycotté le jeu en pensant que ça allait être la même chose. Mais au final, non, ça ressemble plus à un Uncharted, en fait, ou un Star Wars Jedi Fallen Order, oui. Où on gagne tout dans le jeu, en fait, il n'y a rien à acheter en plus. Les costumes de début, bon, moi perso, le chara-design de base, je le trouvais pas très beau, en fait, surtout Rocket ou Star-Lord. Mais dès qu'on commence à débloquer d'autres costumes, comme le costume des Nova Corp ou même les costumes du MCU, bah, tout de suite, en fait, la donne change et on se retrouve avec un jeu qui est beaucoup plus raccord avec ce qu'on imagine des Gardiens de la Galaxie, en fait. Donc oui, pour ceux qui veulent vraiment essayer un petit jeu popcorn et se marrer sur un univers familier, vous pouvez foncer, c'est vraiment très cool. Et il est dispo également sur le Game Pass gratuitement. Oui, il est distribué c'est maintenant assez facile de l'avoir et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez l'acheter facilement. Pareil, je regardais un petit peu... Balles, oui, voilà, il est vraiment pas cher. Je regardais un peu les notes. Et ce sera ma conclusion. Les notes, pareil, sur Metacritic, je regardais un peu. En moyenne, il est à, pareil, comme The Quarry d'ailleurs, il est dans les environs de 16 sur 20. Et ça résume bien. Moi, je mettrai un peu moins, mais franchement, c'est pinaillé. C'est très bon jeu, je vous le conseille. Je suis certain qu'en le conseillant, vous allez prendre du plaisir à le faire. Ça, c'est vraiment ma certitude. Eh ben écoute, mon cher Kira, pour la partie jeux vidéo, c'est terminé. Donc on a fait un peu plus condensé que le pilote, faut bien avouer. On a bien pris en compte vos retours sur le temps de l'émission. On a fait moins dense, on a fait des news un peu plus accessibles. Et d'ailleurs, je repasse un peu l'info. Nos réseaux sociaux existent. Vous avez notre compte Twitter, notre compte Facebook. Et Kira anime beaucoup la page Facebook où il y a des news justement qu'on parle pas en podcast, qu'on mettra sur la page Facebook. Et moi sur la partie Twitter où pareil j'anime pas mal les news. On a une page Tipeee avec des objectifs, des paliers à atteindre pour passer par exemple, là on est un podcast toutes les 2 semaines, on aimerait bien passer un podcast toutes les semaines. Kira est un très grand cinéphile, donc on a aussi des projets d'autres podcasts. Donc visitez un petit peu tous nos réseaux et votre plus grand remerciement que vous pouvez nous faire, c'est en tout cas participer, nous donner un petit peu votre ressenti comme vous l'avez fait. Et on a des petites anecdotes, Kira, qu'on avait gardées de côté d'auditeurs qui nous ont dit qu'ils ont écouté le podcast donc en voiture en allant au travail. Donc ça, c'est assez classique. Mais on a aussi des personnes des auditeurs qui ont écouté le podcast en jouant à Splinter Cell, c'est ça, Kira? Splinter Cell, oui.
Farming Simulator. Farming Simulator aussi, une personne qui est en train de faire son petit champ et sa compagnie agricole en nous écoutant discuter. Je crois que tu as un auditeur aussi, tu as dit qu'il montait un meuble alors je sais pas si l'on l'a aidé. En tout cas en 2h40, hein, moi comment je galère à monter les meubles, le podcast il aurait été trop court. Mais en tout cas ça nous a fait bien marrer et continuer à nous partager ces petites anecdotes. Ça nous permet de vous faire des petits privés de joke et puis nous ça nous fait vraiment marrer. Et pareil, quand on publie les news, si vous voulez qu'on en parle ou qu'on approfondisse les choses, n'hésitez pas à le commenter en dessous. C'est vrai que si on a possibilité d'apporter notre avis un peu plus poussé ou des précisions complémentaires, faut pas hésiter de ce côté-là. Comme le disait Sid tout de suite, au niveau de Tipeee, c'est vrai qu'on a prévu pas mal de contreparties. Vous pouvez regarder des choses intéressantes. Ça peut être des émissions hors série, des choses comme ça. On a pas mal de projets en fait, et du coup, avec le temps, on va gagner en XP et on va être plus aguerri pour pouvoir vous trouver des sujets et puis des concepts d'émissions différents, quoi. C'est vraiment le podcast qui vous appartient, que vous soyez, encore une fois, je l'ai dit, un hardcore gamer ou votre jeu préféré c'est Candy Crush et que vous voulez qu'on en parle un jour, écoutez, je suis ok, je télécharge l'application et je teste Candy Crush s'il le faut. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le podcast vous appartient et n'hésitez pas à nous faire des suggestions. Donc pour clôturer, on a notre petite tradition, mon cher Kira, sur les sujets hors sujet. Donc je te laisse commencer, et en plus tu as choisi un sujet encore une fois que j'adore. Donc vas-y, je te laisse commencer avec ton sujet qui n'est pas du jeu vidéo, qui est tout autre chose. Alors oui, une fois n'est pas coutume, je parlais d'autre chose. Je vais parler en fait de la série télé Watchmen, enfin du moins la mini-série qui est sortie en 2020. Donc mini-série qui a eu son petit succès d'estime, mais j'ai pas vraiment l'impression qu'elle a eu un succès public au final, et c'est fort dommage, car c'est vraiment une œuvre déjà très atypique dans le milieu de la télévision, et surtout bourrée de bonnes idées, bourrée de thématiques en fait qui portent à réfléchir, et c'est vraiment une série que je vous recommande. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, tout simplement. Alors déjà, il faut savoir, c'est que cette série qui est sortie en 2020, donc il y a 9 épisodes en tout et pour tout. Ces 9 épisodes, c'est l'histoire complète de la série, c'est-à-dire il n'y a pas de à suivre ou quoi que ce soit, c'est vraiment une histoire avec un début, un milieu, une fin. Ça, c'est bien. Voilà. Une fin qui reste soumise à interprétation sur certaines choses, mais ça, c'est le scénariste, on va dire, qui a créé la série, est très coutumier de la sorte. C'est Damon Lindelof, la personne qui est responsable de Lost, entre autres. On va dire même, ça c'est un mauvais exemple, mais de Prometheus également, qui est une personne qui ne donne pas toutes les clés directement en fait. C'est-à-dire ça vous oblige à avoir une certaine faculté d'analyse pour vraiment interpréter comme vous le sentez en fait. Et ça c'est un gros plus pour une licence comme The Watchmen. La série a eu 11 Emmy Awards, dont la meilleure série, en fait. Donc, ce qui est assez impressionnant, les Emmy Awards, c'est l'équivalent des Oscars de la télévision, en fait, qui récompense toutes les séries télé. Les grandes séries, bon, bien sûr, en ont eu. On parle de Game of Thrones, de Breaking Bad, qui sont des séries qui ont eu aussi beaucoup d'Emmy Awards. Mais sur sa seule et unique saison, elle en a eu 11 quand même, ce qui est quand même assez intéressant. Ah, c'est énorme. Et autre petit point également important, c'est que la série télé Watchmen n'est pas une suite du film Watchmen. C'est une suite du comics Watchmen. Est-ce qu'on a besoin d'avoir vu le film ou d'avoir lu des comics pour comprendre la série ? Est-ce qu'on ait fait nos devoirs ou pas ? Alors concrètement, oui, c'est bien d'avoir vu le film, même si la série peut suffire à elle-même, mais c'est surtout parce qu'on va croiser des personnages importants du film ou des comics, en fait, justement dans la série Watchmen. Et ça permet de s'impliquer davantage. Certains persos peuvent paraître d'une certaine manière, mais quand on les connaît dans la série ou dans les comics, on sait qu'il y a anguille sous roche, en fait. Et ça permet d'avoir une vision différente. Moi, quand je l'ai regardé la deuxième fois, je l'ai regardé avec une personne qui n'avait jamais vu le film Watchmen ou lu le comics Watchmen, et au final, il n'avait pas du tout la même appréhension que moi, en fait, de ce qui lui venait en pleine face dans la série. Et donc, du coup, il se retrouvait, en fait, avec des interrogations différentes. Et c'est bien, c'est qu'il y avait vraiment un deuxième degré de lecture. Et lui, de son côté, il a vraiment apprécié cette série telle qu'elle était, en fait. Donc, ça peut plaire aux personnes qui ne maîtrisent pas leur sujet. Après, quand je dis que c'est une suite aux comics et non au film, c'est parce que le film s'est permis de prendre quelques libertés, notamment sur son dénouement, qui n'est pas le même que celui du comics, en fait. Donc au final, si vous avez vu le film, vous changez juste une petite chose de la fin et vous pouvez raccrocher les wagons très facilement. Là où c'est intéressant dans la série, c'est qu'elle se déroule dans une réalité contemporaine alternative aux États-Unis, en fait. Comme
le faisait la série à l'époque, qui se passait dans un 1985 alternatif où Nixon était président pour la 4e ou 5e fois, je crois. Là, on se retrouve donc dans des États-Unis de maintenant, en fait, donc suite aux incidents qu'il y a eu en 85 à la fin de Watchmen. Le président des États-Unis est Robert Redford, en fait, donc qui est un acteur actuel qui est devenu président à l'époque. Et là, on va se retrouver à l'opposé, c'est-à-dire autant le premier, c'était qu'est-ce que c'est qu'une dystopie d'extrême droite. Bah là, on a un peu la même chose, mais poussé à l'excès avec l'extrême gauche, en fait. C'est-à-dire, les policiers vont devoir demander l'autorisation d'utiliser leur arme pour pouvoir le déverrouiller, en fait, de leur holster, donc via une demande auprès du PC central, en fait, au risque de se faire tuer parce qu'ils sont pas assez réactifs, en fait. Donc ce qui est marrant, c'est que ça pousse, en fait, dans l'autre sens, qu'est-ce que ça donnerait pour mieux, justement, dénoncer certaines choses. Ok, donc toujours dans l'esprit d'une satire un peu de la société actuelle. On est complètement dans la satire, tout à fait. Et est-ce que c'est tout public ou franchement c'est pour un public averti? C'est vraiment pour un public averti, c'est du moins de 16 ans parce que ça parle quand même de beaucoup de choses, hein. Ça parle de génocide, ça parle d'agression, ça parle de racisme beaucoup, et surtout ce qui est bien c'est que c'est très bien dosé, en fait. Ils viennent pas avec leur gros potin en mode le racisme c'est mal et tout. Là non, en fait, on voit vraiment les conséquences de certains actes, en fait, ce qui est pour moi beaucoup plus percutant que la morale actuelle, en fait, tout simplement. C'est vrai que dire les choses c'est bien, mais là le fait de les montrer et de voir les conséquences auprès des victimes, c'est beaucoup plus impactant, en fait, et on s'attache d'autant plus à ces personnes-là, en fait. Ouais, tu prends conscience, ouais. C'est ça, toute la série commence, le premier épisode, le premier quart d'heure, et c'est un rappel du fameux massacre de Tulsa. Donc pendant un quart d'heure, on voit des gens essayer de fuir. C'est American Nightmare, quoi. C'est la purge dehors, les gens se tirent dessus dans tous les sens et tout. Et quand on voit ça, on se dit mais comment on peut arriver vraiment à quelque chose d'aussi horrible, en fait. Et du coup, ça investit le spectateur directement. C'est ok, ça commence comme ça, mais où voulez-vous en venir, en fait? Et en fait, ça, c'est le fil conducteur de toute la série jusqu'à la fin, en fait. Et je l'ai regardé 2 fois. Je l'ai regardé à sa sortie, je l'ai re-regardé la semaine dernière, et c'est vraiment quelque chose que je conseille. Que tu recommandes chaudement. Bah écoute, ça donne envie, en tout cas. Ça se regarde vite, 9 épisodes de 52 minutes, il y a juste le dernier qui doit durer 1h15, je crois. Mais c'est vraiment passionnant, quoi. Tu en parles avec passion, en tout cas ça se voit. Moi, ma suggestion, ça va être beaucoup plus léger. Attention, hein, ça va durer 30 secondes. C'est un manga, franchement, qui est une petite pépite. C'est un coup de cœur, mais monumental. Je les attends à chaque sortie. Donc, c'est une série qui est en cours et qui vient d'être lancée. C'est pour ça que, en termes de matière, je vais pas en parler énormément. Mais tu connais la personne qui est derrière cette œuvre. Donc, c'est le manga qui s'appelle Die Dark, qui est édité chez Soleil. Et l'autrice, du coup, s'appelle Q Awashida, je crois de mémoire, qui est derrière l'excellentissime, le génialissime et le fabuleux Doro et Doro. Tu sais, la série que je t'avais conseillée sur Netflix, une série animée qui est sur Netflix, pareil, que je vous conseille du coup en même temps, que je vous conseille de regarder en même temps. Elle est sur Netflix et c'est de l'humour noir, c'est un univers complètement décalé, c'est à mourir de rire. Et du coup, elle a renouvelé l'expérience avec cette nouvelle série qu'elle est en train de... Au Japon, ils en sont à 5 tomes. Là, il y en a 2 sortis en France. Et le pitch... Franchement, j'ai juste envie de vous le lire. Je sais qu'en podcast, ça se fait pas trop de lire, mais je vais vous lire le pitch et vous allez voir, c'est ubuesque. Donc, c'est le héros qui s'appelle Sanko Zaha. C'est un ado. Il précise dès le pitch qu'il adore les spaghettis. Donc, c'est en fait vous allez voir que c'est un univers ultra décalé et qui est très axé sur la bouffe. Dans toutes ses œuvres, cette autrice, il y a toujours un délire avec la nourriture et lui, c'est les spaghettis, du coup. Et en fait, ça se passe dans les ténèbres infinies de l'espace, comme ils disent. En fait, c'est un space opéra, ni plus ni moins, où on suit ce fameux héros qui a des pouvoirs et qui est un très très grand combattant. C'est un gamin, en fait, un mec qui est très très fort en combat et qui a la particularité de désosser ses ennemis. En fait, il fait disparaître toute la chair et il n'en reste que les os. C'est ultra violent, hein, c'est complètement barré. Et il en reste que les os, et ces os ont une valeur un petit peu parce qu'on dit que les os qu'il récupère de ces combats sont capables d'exaucer des souhaits.
Donc ça veut dire que ce petit gamin est très puissant, très fort, il a des pouvoirs et les cadavres qu'il laisse derrière lui en plus sont très recherchés parce que voilà, ses os a priori se monnaient. Et je vais pas en dire de trop, il est accompagné de son fidèle sac à dos, donc c'est vraiment en fait le nom du perso c'est sac à dos, mais c'est S-A-K-A-D-O-H, donc en un mot sac à dos, mais c'est un vrai sac à dos en fait qui a une tête de mort au-dessus et qui se transforme en grand squelette hyper puissant. Et il y a tout un délire aussi avec les cavaliers de l'Apocalypse qui sont un peu détournés et qui rejoignent un peu le crew, etc. Et en fait, on suit cet adolescent surpuissant pour chasser de toutes parts dans l'univers et dans un délire vraiment complètement décalé, à mourir de rire. Donc je vais pas trop spoiler les personnages qui le rejoignent, mais ils sont tous extrêmement bien écrits, très rigolos. Et en même temps, il y a des sujets, tu vois, qui sont très actuels, qui m'ont fait même penser, alors vous allez dire, ceux qui ont lu, j'ai fait des raccourcis de ouf, mais qui m'ont fait penser un peu à Cyberpunk avec des entreprises ultra, des grandes corporations qui... ouais, des méga corpos, tu vois, qui vont se servir de l'être humain, qui sont plus vraiment des êtres humains, mais qui sont plutôt de la chair à canon. En fait, on perd un petit peu l'aspect humain de l'être humain avec ces méga corporations, et je vais pas trop spoiler, mais il y a des thèmes très actuels, des thèmes cyberpunk dans un univers de space opéra complètement déjanté, avec des persos super attachants, et ça a été franchement une claque, parce que j'ai la série Doro et Dero en manga, je l'ai adoré en animé, et à la sortie ça, je me suis dit pourquoi pas, et c'est un excellent coup de cœur. Je te les prêterai du coup, Kira. Bah écoute, oui, ça me tente beaucoup ce que tu en dis là. En plus, tout ce qui parle de méga corpo, de choses comme ça, bah, le côté un peu cyberpunk, c'est vraiment totalement ma cam en fait. Donc, Et dans un space opéra, je te dis, mais complètement donc, déjanté. Enfin, c'est comme à la maison, quoi. Ouais, c'est excellent. Vraiment, c'est un plaisir à chaque fois que je les lis. Il y a un petit bémol, mais qui vient pas de l'œuvre en elle-même, qui vient de la distribution. C'est Soleil, du coup, qui les édite. Alors, par contre, Soleil fait des très très belles éditions. Enfin, sur Die Dark, en tout cas, l'édition est très belle, mais les mangas sont à 10,50 €, je crois. Donc, pour un manga, ça fait ouais, vraiment cher. Ouais, ça fait vraiment cher. Donc, c'est pas, voilà, toutes les bourses ne pourront pas se l'offrir. Les mangas, on est plutôt habitué que ça coûte 7-8 €. Mais là, 10,50 €, mais en tout cas, ça vaut le détour. C'est une excellente série que je vous recommande très chaudement. Bah écoute, moi, je me laisserais bien tenter, tu vois. Tu m'as vraiment donné envie de le lire. Eh ben écoute, je te les prêterai et tu vas rigoler, j'en suis certain. En plus, t'as aimé Doro et Doro, donc tu vas. Ah oui, j'ai fait la série en 2. C'est vraiment dans le même délire. C'était notre dernier sujet. Donc on passe de 2h40 à 1h30. Le pari est presque tenu. C'est beau. Mon cher Kira, ça a été un vrai plaisir en tout cas d'animer ce podcast avec toi. Est-ce que tu veux dire quelque chose à nos auditeurs avant de clôturer ? Bah écoutez, non, également, ce fut un plaisir. C'est vrai que avec vos retours, on a essayé de travailler les choses à améliorer, donc on était un peu focus là-dessus pendant tout l'épisode, donc j'espère que l'épisode sera le plus naturel possible. C'est vrai qu'avec le temps, ça viendra, mais encore une fois, c'est vrai qu'on débute. Mais en tout cas, c'est un plaisir de parler de ça, d'échanger là-dessus. Je vois que la communauté commence à être bien réactive sur certaines petites choses. Elle commence à nous envoyer des petites news qu'on aurait éventuellement ratées ou des choses comme ça. Et c'est très bien, je vous encourage également à le faire. Parce qu'à partir de là, on peut échanger facilement avec vous, quoi. Ouais, bah écoute, t'as tout dit. C'est le mot de la fin. C'est un vrai plaisir de le faire avec vous. On tient compte de vos retours. On a été focus dessus, comme tu l'as dit. Mais en tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir. Et on se dit, du coup, à la prochaine. Bah, on se revoit dans 15 jours, du coup. À dans 15 jours. Ciao à tous. À dans 15 jours, au revoir.